Et bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI. C'est l'heure de votre grand dossier qu'on a intitulé ce soir, regardez, 2027, la course est lancée. Oui, avec plusieurs questions. Jean-Luc Mélenchon peut-il rassembler à gauche? Le Parti socialiste peut-il concurrencer le chef des Insoumis? Et y aura-t-il un candidat supplémentaire ce soir? Raphaël Glucksmann est l'invité du 20h de TF1. Quels thèmes seront mis en avant dans cette campagne? Autre question qu'on se posera dans le grand dossier. L'immigration va-t-elle s'imposer? Quid des retraites? Le RN peaufine ses propositions. Et le budget de l'automne dans tout ça? Eh bien, coup de pression du Premier ministre dans une lettre envoyée aux partis politiques. Tenez, et si c'était lui? Oui, Sébastien Lecornu, finalement le candidat du bloc central. Eh bien, nous sommes à 238 jours du premier tour de la présidentielle. Le grand dossier, c'est parti. Oui, mesdames et messieurs qui nous entendez, à présent pour nous, non seulement comme un objectif, mais déjà comme une attente impatiente, la victoire est possible. Des millions de personnes ici et de par le monde savent que tout un monde est en train de prendre fin, celui du règne du chacun pour soi néolibéral et de l'irresponsabilité écologique. La victoire est possible. Jean-Luc Mélenchon, discours de clôture des universités d'été de la France Insoumise. Vous avez suivi ce matin le discours sur LCI. Bonsoir Frédéric Delpech, journaliste politique. Bonsoir. TF1 LCI. Bonsoir Philippe Guibert, journaliste politique, ancien directeur du SIG, le service d'information du gouvernement. Roland Quérol. Bonsoir Roland, politologue et directeur conseil de Région Magazine. Et puis dans ce contexte-là, parce que je vous ai parlé en introduction des retraites, de la dette, il y a du déficit, on a besoin aussi de vos lumières, Stéphanie Villers. Bonsoir, économiste, et ravi que vous soyez avec nous ce soir. On va commencer et on va poursuivre sur Jean-Luc Mélenchon, crédité actuellement dans les sondages entre 13 et 15%, on va dire, en gros, hein, selon les fourchettes, des intentions de vote pour le premier tour. Il arrive en tête de son camp à gauche, c'est sa 4e campagne électorale donc, et présidentielle qu'il entame cette année. Roland Quérol, vous qui connaissez par cœur, et j'allais dire qu'il y avait la mémoire, et n'y voyez aucune insulte ou quoi que ce soit, injure vous concernant. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon finalement est-il si haut aujourd'hui, alors que dans les enquêtes d'opinion, on voit qu'à peu près une majorité, même jusqu'à 7 Français sur 10, détestent aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon? Je crois que c'est pas antinomique, parce que il est connu. Il a marqué le paysage politique présidentiel à chaque fois, 3 fois déjà. Donc on s'attend à retrouver Mélenchon. On s'attend aussi à ce qu'il soit battu. On sait qu'il n'est pas très aimé d'une majorité de Français. Il y a toujours autour de 7 Français sur 10, en effet, qui disent qu'ils ne l'aiment pas, voire qu'ils le détestent. Dans ces conditions, c'est quand même très compliqué d'entrevoir, comme il le dit, une victoire. Alors, il fait toujours un peu mieux que ce que les sondages lui donnent au départ. Il faut dire qu'il ne le gâte pas beaucoup au départ. Et il est convenu de dire qu'il sait faire une bonne campagne. En tout cas, il sait marquer, il sait parler, c'est un orateur, c'est un tribun. Et il se renouvelle pas mal dans ses façons d'aborder les différents sujets. Donc on peut s'attendre à ce qu'une nouvelle fois, il marque la campagne, mais on se peut s'attendre à ce qu'une nouvelle fois, il soit à nouveau battu, parce que, voilà, il est un candidat qui peut marquer une partie de la gauche au premier tour, mais il est vraiment pas un candidat de second tour, et une élection, ça se joue au second tour. On va y revenir justement. Philippe Guibert, est-ce que aussi l'une des raisons qui explique pourquoi aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon caracole en tête, en tout cas à gauche dans son camp à lui, c'est parce que il y a le vide en face? Oui, bien sûr, ça y contribue. Ni chez les écologistes, ni chez les socialistes, la situation de candidature est stabilisée, loin de là, Raphaël Glucksmann va certainement ce soir annoncer sa participation à la primaire du PS, qui n'a lieu
jusqu'au mois d'octobre. Et quant aux écologistes, on voit qu'ils sont perdus dans les affres. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon s'en est si bien aperçu qu'il aura fait de grands appels du pied très visibles. Je pense qu'il y a aussi une autre raison pour prolonger ce que disait Roland Quérol. C'est-à-dire que LFI a élargi sa base, a consolidé plus exactement sa base depuis quelques années. N'oublions pas qu'aux européennes, ils sont passés de 6 à 10% aux européennes de 2024, et qu'aux municipales, qui était une élection où ils étaient quasiment absents, enfin avec une très faible implantation locale, ils ont gagné plusieurs villes d'importance et ont joué un rôle dans cette élection qu'ils n'avaient jamais joué. Donc Mélenchon et LFI se sont consolidés pendant cette période, malgré les polémiques, malgré les déclarations plus polémiques les unes que les autres, malgré le fait que Jean-Luc Mélenchon soit le personnage politique le plus repoussoir. Quand on regarde un baromètre de popularité dans la classe politique française, Mélenchon est celui qui a le plus d'opinions très négatives. Et donc il est parfaitement repoussoir. Mais en même temps, il est repoussoir, comme on l'a dit, auprès de 7 Français sur 10, mais en même temps, il a consolidé une base qui aujourd'hui est plus importante que la vieille base de la gauche radicale qui plafonnait à 10%. Aujourd'hui, il y a une base qui est au-dessus, qui explique aussi, non seulement par le vide des autres partis de gauche, mais aussi par cette base qui s'est consolidée. Ce soir, on le disait, Raphaël Glucksmann est l'invité d'Audrey Crespo-Mara au JT de 20h de TF1. On suivra ça bien évidemment sur LCI et on débriefera ce qu'il en est. A priori, le fondateur de Place Publique s'était donné 3 mois de réflexion. S'il vient et revient sur le plateau du 20h, c'est pour une annonce. On imagine qu'il devrait être donc officiellement candidat et donc participer à cette primaire que vous évoquiez, Philippe Guibert. Est-ce que aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, pour le Parti Socialiste, on voit donc effectivement qu'il y aura cette primaire, on entend des candidats comme Philippe Brun, on entend Ségolène Royal, il y a Jérôme Guedj qui s'est déclaré il y a longtemps, on a en coulisses et qui est là, qui dit je me prépare un François Hollande, mais qui ne veut pas participer à la primaire, mais qui sera là au cas où et qui attend le moindre faux pas de celui qui pourrait sortir de cette primaire. Est-ce qu'aujourd'hui on a un Raphaël Glucksmann qui pourrait convaincre, en tout cas qui pourrait aller au-delà de ce que peuvent révéler les enquêtes de sondage, c'est-à-dire de séduire des milieux urbains, des milieux diplômés? Est-ce qu'il pourrait, si je parle familièrement, ratisser beaucoup plus large, Frédéric? Alors d'abord, ce ne sera pas une nouveauté. Raphaël Glucksmann, certes, il n'est pas officiellement candidat, mais il est en pré-campagne depuis plusieurs mois. Il a sorti un livre, il a fait un certain nombre d'annonces sur les plateaux de télévision. Mais quand vous dites oui, je suis candidat, c'est quand même un événement dans une campagne. Oui. Il y a quelque chose qui s'enclenche aussi, même pour les électeurs. Limite, on dit ah, ça y est, enfin, il est là, on l'a entendu. C'est vrai, mais il avait déjà dit une première fois, puis après il a dit bon, je vais quand même réfléchir 3 mois, et donc là, maintenant, il devrait être définitivement et pour la fin, candidat. Est-ce que ça peut enclencher une dynamique ? En tout cas, ça aura un effet de clarification, déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, il n'est pas à sa première épreuve. Après, il faut qu'il rentre dans cette primaire interne du Parti Socialiste qui a été un peu modifiée. Alors les débats ont été très très longs pour parvenir à se mettre d'accord sur le périmètre, qui va voter. Apparemment, ce seront les militants socialistes, les militants Place Publique qui paieront leurs cotisations, qui pourront voter. Qui sera candidat ? Vous avez fait une liste, mais il faut peut-être y ajouter Olivier Faure, peut-être, le patron des socialistes qui pourrait également rentrer dans la course. Donc après, il va rentrer dans une compétition interne, et c'est plutôt à ce moment, à l'issue de cette compétition interne, s'il la remporte, qu'il pourra y avoir un effet positif pour Raphaël Glucksmann. L'annonce de ce soir, ce sera une vraie fausse annonce, parce que les Français s'y attendent parfaitement, donc il n'y aura sans doute pas d'effet de souffle. Mais en revanche, la victoire lors d'une primaire, on l'avait vu à chaque fois pour toutes les élections dans tous les partis. Rappelez-vous, pour ne citer qu'elle, Valérie Pécresse, qui a été élue à l'issue d'une primaire en décembre, la précédente élection, ça avait créé véritablement un effet dans les sondages pour Valérie Pécresse, qui était, après redescendue, mais voilà, donc le rendez-vous, le vrai rendez-vous pour Raphaël Glucksmann, d'abord ça va être entre maintenant et puis la primaire, il va développer une partie de son programme et il pourra enfin communiquer avec les Français, mais ce sera surtout
la victoire, si elle advient, la victoire à la primaire du Parti socialiste. Alors je vous écoute Frédéric Delpech et j'ai un œil aussi en plateau parce que vous le voyez, il est sur l'écran. Arthur Delaporte qui nous écoutait attentivement. Vous êtes député du Calvados et porte-parole du Parti socialiste. Alors j'imagine que ce qu'on est en train de dire, ça vous fait réagir bien évidemment. Cette primaire, vous aussi, vous l'attendez, mais on a listé les potentiels candidats en attendant peut-être ce soir un nom supplémentaire, en l'occurrence Raphaël Glucksmann. Ça intervient au mois d'octobre. Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon, il va dérouler tranquillement son programme et sa campagne. Oui, déjà vous dire, pour préciser ce que disait Frédéric Delpech, c'est que cette primaire que nous portons avec Olivier Faure depuis des mois maintenant, c'est une primaire qui est ouverte non seulement aux adhérents des différentes formations politiques qui y participeront, mais aussi, plus largement, aux sympathisants qui auront envie de participer à cette désignation collective. Donc moi, ce que je dis très clairement, c'est qu'aujourd'hui, le choix de Raphaël Glucksmann, ça va être un choix qui va donner de la force à cette logique que nous avons portée avec Olivier Faure, c'est-à-dire celle de chercher le rassemblement le plus large possible, celle d'essayer de porter finalement une candidature unique dans notre espace pour pouvoir créer l'alternative à l'horizon 2027. Donc ça demande peut-être un peu de temps. La différence avec la France insoumise, en effet, c'est que on n'est pas un parti lignard où c'est le chef qui décide de tout, mais c'est un parti qui est démocratique, c'est un parti qui débat en son sein, et par ailleurs, c'est un parti qui cherche à se rassembler avec d'autres partis, qui dit pas simplement tout le monde derrière moi. Donc cette logique, ça suppose en effet une primaire, ça suppose en effet des processus de départage, et derrière, si c'est Olivier Faure qui l'emporte, alors lui, il l'a toujours dit très clairement, il y aura ensuite une autre étape de rassemblement qui sera celle avec notamment les écologistes et le reste de la gauche qui souhaitent encore une candidature de rassemblement le plus large possible, justement pour créer l'alternative à horizon 2027. Donc évidemment que c'est pas fini. Évidemment que c'est plus compliqué, mais c'est aussi ce qui nous paraît le plus sûr pour essayer non seulement de se qualifier au second tour, mais aussi de l'emporter en ayant la candidature la plus large en termes de rassemblement. Je connais la réponse, mais j'ai envie de vous poser la question parce que elle va amener, j'imagine, d'autres justifications et d'autres éléments. Vous y croyez encore au Parti socialiste? Parce que vous, l'enjeu, il est important. C'est-à-dire, c'est faire oublier aussi, on rappelle le score d'Anne Hidalgo à la précédente présidentielle, 1,7%. Si je remonte encore, c'était les 6 et quelques pourcents de Benoît Hamon en 2017. Là, vous vous dites, il y a quand même un gros enjeu pour un parti dit de gouvernement, le Parti socialiste, le PS. Donc effectivement, quand encore une fois certains voient ce bal des prétendants, un bal des égos, en se disant mais attendez, ils ont rien compris à un moment donné, il faudrait se mettre avec un candidat en ordre de marche. Oui, mais justement, l'idée, c'est d'avoir un candidat et d'être en ordre de marche. Et c'est de mettre fin au bal des prétendants en arbitrant une fois pour toutes, justement, sur celui ou celle qui est le plus légitime à représenter notre camp. Donc voilà, ce que vous décrivez là, je pense, agace les Françaises et les Français. En même temps, c'est la force d'une famille politique qui a différentes lignes qui seront défendues dans cette primaire. Et à la fin, ce seront les électeurs, les citoyens de gauche qui se reconnaissent dans les valeurs que nous portons, qui arbitreront pour dire qui est le ou la mieux placée, justement pour porter cette ligne. Et vous évoquiez à l'instant le score d'Anne Hidalgo, il n'y avait pas de primaire ouverte pour Anne Hidalgo. C'est vrai. Vous évoquiez celui de Benoît Hamon, mais je pourrais évoquer celui de François Hollande en 2012. Je vous rappelle quand même qu'il s'est passé quelque chose en 2017, qui est la candidature d'Emmanuel Macron, avec une partie de l'espace socialiste qui s'est subitement convertie à une alliance avec la droite. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a reconstruit depuis 2018 avec Olivier Faure, c'est justement un parti socialiste qui est ancré à gauche. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. Et par ailleurs, nous, on est dans une logique aussi où il faut élargir cet espace socialiste en parlant avec les communistes, en parlant avec les écologistes, en parlant avec toutes celles et ceux qui veulent justement constituer le bloc de l'alternative pour pouvoir gouverner demain. Donc c'est fini, on va dire, le socialisme hégémonique, c'est fini le socialisme rétrécif de 2022. Maintenant, l'enjeu, c'est le socialisme qui s'inscrit dans un esprit de responsabilité pour essayer de battre le Rassemblement national, parce que c'est ce que nous demandent les Français et les Français. Ils ont peur de la victoire de Marine Le Pen. Ils ont peur que cette victoire soit celle qui entraîne, et je les comprends, parce que moi aussi, notre pays dans le déclin, dans le refermement, et aussi dans le reniement de ce que sont nos valeurs. Et donc c'est pour ça que les socialistes qui ont toujours été d'ardents républicains cherchent à jouer dans cet esprit de responsabilité, le rassemblement et la fin du bal des égos. Merci Arthur Delaporte de votre réaction. Ce soir, donc Raphaël Glucksmann, vous l'écouterez, même si je comprends bien que vous soutenez plutôt Olivier Faure et ce processus effectivement de la primaire. Tiens, à gauche, parce qu'on a vu Jean-Luc Mélenchon ce matin.
un peu en mode un fanfaron, je triomphe, je suis là, je mène la barque, effectivement, à gauche, je n'ai pas trop envie, les écolos venaient avec moi, donc je serai en tête. Attention, Marine Tondelier, candidate Les Écologistes, hier face à Darius Rochebin, dit « Oh là là, la gauche n'est pas sûre d'être au second tour ». Vraiment, j'appelle chacun à l'humilité. Aujourd'hui, personne à gauche n'est assuré d'être au deuxième tour, ou peut-être même en capacité de, si on reste dans cet état-là, et de le gagner encore moins. Donc je le dis, le sujet, c'est plutôt quel chemin on trouve que d'essayer de mettre des baffes aux uns et aux autres. Roland Quérol, elle a raison, Marine Tondelier, de lancer cet avertissement au parti de gauche ? Elle a plus que raison, parce que le plus logique, c'est qu'en effet, il n'y ait pas de gauche au second tour. Le plus logique, c'est qu'on ait un score même misérable pour la gauche. Au fond, si vous regardez les sondages, depuis bien des mois, et que vous prenez l'ensemble des candidats de gauche, Mélenchon compris, ça fait quoi ? 30 à 32%. Pour l'ensemble des candidats de gauche. 30 à 32%. On en est là. Quand Mélenchon parle de victoire, une victoire dans une présidentielle, vous vous rappelez que c'est pour ça que le général de Gaulle nous avait fait une élection à 2 tours, avec seulement 2 candidats au second tour. Il nous avait dit, ça donnera comme ça la légitimité du suffrage à l'un des deux, qui aura forcément plus de 50% des Français. Bon, les socialistes, la gauche d'une façon générale, n'est pas capable d'espérer approcher ce chiffre magique de 50%. C'est 30-32%, ça reste là. Et on a une élection présidentielle qui va se faire pratiquement sans la gauche. Alors ça se fait pas, je ne dis pas sans candidat de gauche, parce que des candidats de gauche, il y en a pléthore. Oui, ça on a remarqué. C'est même incroyable qu'il y en ait tant, alors qu'ils sont tous sûrs de prendre une gamelle. Mais bon... je vois. Oui, Philippe qui tempère un peu. Mon voisin de droite qui a l'air d'y croire encore un peu plus que moi, mais moi je ne vois pas comment ça peut se passer autrement. Non, vous avez évidemment raison de souligner le principal problème, qui est que la gauche, tout parti confondu, tout candidat confondu, ça fait une 30%. Ouais. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Là où je tordais un peu, c'est de dire que cette campagne va se faire sans la gauche, parce que la gauche est certainement pas en position de gagner, je vous rejoins. En revanche, elle pèsera au deuxième tour, puisque quel que soit le deuxième tour, si elle n'y est pas, la 30% qu'elle représente seront assez décisifs. C'est ce qui s'est passé, après tout. Emmanuel Macron, en 2017 comme en 2022, a bénéficié du report des voix de gauche. Donc la gauche est en position pas très glorieuse de force d'appoint, mais qui peut être faiseuse de roi. On parlait des différents candidats et potentiels candidats en lice ou qui se déclareront dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je vais redonner le nom de François Hollande, parce que c'est vrai qu'il a agité, on a vu beaucoup cet été aussi, des photos ici ou là, des prises de parole, je me prépare, déclaration, un livre aussi, on a vu cette photo de dos où il mettait la dernière main à l'écriture de son ouvrage, et je me disais, tiens, finalement, pour la gauche aujourd'hui, est-ce qu'avoir un match au final, dans le camp de gauche, un Mélenchon Hollande. Il reste que ces 2 candidats. Est-ce que c'est pas finalement ça qu'il faudrait obtenir pour avoir la grande explication au sein de la gauche, avec vraiment 2 gauches, les fameuses 2 gauches irréconciliables, mais là il y aurait deux profils très distincts, très différents, avec de vrais choix à gauche, Frédéric. Oui, évidemment, ce serait un match séduisant, puisque les 2 adversaires se connaissent très bien, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, avec une détestation courtoise, disons, entre les deux. Donc oui, le match sur le papier pourrait être séduisant. Après, est-ce que François Hollande sera en mesure de pouvoir être candidat ? C'est surtout ça la question. Est-ce que François Hollande, qui veut faire à peu près ce qu'il avait prévu de faire à la dernière échéance présidentielle, il voulait se substituer à Anne Hidalgo pour apparaître comme un recours. Alors, ça n'avait pas été possible parce qu'il n'avait pas suffisamment préparé la chose. Et puis, Anne Hidalgo avait catégoriquement refusé de se retirer, quitte à faire à peine plus d'1% des voix. Donc là, il faudrait d'abord que le sortant de la primaire socialiste, le vainqueur de la primaire socialiste, que ce soit Raphaël Glucksmann, Olivier Faure,
peut-être Ségolène Royal, on ne sait jamais, si elle a réussi un comeback elle aussi spectaculaire. Mais en tout cas, le vainqueur de la primaire qui a quand même beaucoup travaillé, qui a passé des mois à batailler, accepte, parce qu'il n'est pas forcément au plus haut dans les sondages, de se retirer avant le premier tour. Ça paraît assez peu. Le seul cas qui avait été effectivement d'un retrait, c'était celui de Yannick Jadot en 2017, pour soutenir Benoît Hamon. Mais un candidat se retirant d'une course, d'ailleurs ça vaut aussi pour le Bloc central, un candidat se retirant d'une course uniquement sur le biais de sondages qui ne sont pas toujours favorables au mois de décembre ou janvier, ça paraît assez peu crédible. Donc l'espace pour que François Hollande puisse rentrer dans l'atmosphère, les conditions en tout cas, sont extrêmement complexes. Après le match, un match Hollande-Mélenchon à gauche rebattrait les cartes, c'est clair. Roland Quérol, vous aviez commencé à l'aborder en début d'émission sur un second tour. Est-ce que pourrait représenter Jean-Luc Mélenchon, y accéder ou pas, et la victoire? Beaucoup disent aujourd'hui, finalement, au-delà du premier tour, pour le second tour, le vote utile Jean-Luc Mélenchon, c'est surtout, ça mènerait la victoire de l'extrême droite du Rassemblement national au second tour. C'est ça aujourd'hui ce que beaucoup disent à gauche. Oui, c'est une... Évidemment, les électeurs, quand ils vont voter au premier tour, ils vont penser au premier tour, mais ils vont aussi penser au second tour. Je crois qu'on a vraiment des électeurs stratèges. On ne vote pas en attendant de voir ce que ça pourrait donner au second tour. Donc les uns et les autres vont faire très attention à ce qu'ils font, en sachant qu'ils vont mettre en tête ou en deuxième position les deux qui resteront au second tour. Et c'est ça qui est très important, et c'est pour ça que le match, y compris à gauche, a cette importance, comme une espèce de présélection. Il y aura ou il n'y aura pas des primaires, mais il y aura en tout cas, fera fonction de primaire, cette possibilité de voter pour des candidats de gauche qui sont très nombreux et qui vont bien petit à petit devoir se déclarer ou pas comme vraiment candidat. Et je crois que c'est ça qui va rendre la fin de l'année intéressante. On va être en face là de sondages qui vont prendre une certaine réalité. Aujourd'hui, les Français savent bien qu'on va voter dans quelques mois, mais c'est encore assez vague. Ça fait pas encore la une des dîners hors ville, mais à partir de la rentrée, ça va changer. Alors, vous voyez Jean-Luc Mélenchon à l'image, c'était lors de ses universités d'été. On s'est posé la question, est-ce qu'il y a des candidats qui peuvent concurrencer Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que la gauche peut faire sans Jean-Luc Mélenchon? Et il y a un candidat, je voulais montrer cette image et cette déclaration, qui était présent aux universités de la France Insoumise. Alors, lui pourrait être candidat ou il pourrait soutenir Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, des déclarations favorables au chef des Insoumis. Vous allez le voir, c'est l'homme d'affaires Mathieu Pigasse. Moi, je suis venu ici dire deux choses. La première, c'est que tout est possible et que, par exemple, il y a des convergences avec le programme économique de la France Insoumise. Et je pense qu'on est dans un monde au bord de la rupture et qu'il faut changer la façon de réfléchir. Par exemple, sur la dette publique, par exemple, sur les retraites, par exemple, sur le pouvoir d'achat et sur le SMIC. Et l'autre chose que je suis venu dire, c'est on ne pourra gagner qu'ensemble. Et l'unité, à un moment ou à un autre, quelles que soient les différences de sensibilité ou les différences tout court, c'est fondamental. Bon, Philippe Guibert, la présence, les mots, les propos de Mathieu Pigasse, ça vous inspire quoi, là? Ça m'inspire qu'il vient crédibiliser le discours de Jean-Luc Mélenchon sur la dette. Vous savez, il nous a dit dans un premier temps qu'il allait jeter au feu une partie de la dette, puis ce matin au congélateur, ce qui est entre le feu et le congélateur, c'est pas exactement la même démarche. Ce qui a surpris beaucoup de commentateurs sur les réseaux sociaux, qui ont fait remarquer que Mathieu Pigasse était lui-même en pleine action pour restructurer la dette, notamment du Venezuela. Je sais pas si la situation du Venezuela est une très très bonne référence pour Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, Mathieu... C'est un petit plus, c'est quelque chose qui peut compter, Roland, Frédéric, Philippe, pour les Insoumis, pour Jean-Luc Mélenchon? Ça peut donner un vernis de crédibilité. Ça fait partie de ces choses dont on parle, parce que voilà, ça fait un événement, c'est marrant, tiens. Et puis depuis le temps qu'on dit, s'il y avait quelqu'un qui serait pas un strictement politique, qui soit candidat, alors dès qu'il y en a un qui dit, ah ben tiens, pourquoi pas moi? Alors ça fait, mais personne ne désignera jamais Pigasse comme candidat. Il est le candidat de Pigasse, et c'est tout. Donc ça amuse la galerie, ça fait quelques articles dans les gazettes, et ça n'a, je pense,
aucune importance pour personne. Alors, ça n'a pas forcément une importance parce que d'abord la surface de Mathieu Pigasse auprès de l'opinion publique française, elle reste à démontrer parce qu'il n'est pas forcément très connu de l'ensemble des Français. Néanmoins, Mélenchon ayant quand même une crédibilité économique vis-à-vis d'un certain nombre de Français assez limitée, parce que ses propositions, en tout cas on verra les nouvelles dans la compétition cette année, mais ces propositions économiques, elles ont souvent été décriées comme étant peu réalistes ou peu réalisables. Et donc là, le soutien d'un chef d'entreprise qui a plutôt réussi, qui peut quand même apporter un certain nombre de réflexions et de remèdes sur les questions économiques, ça vient crédibiliser quand même le discours politique de Mélenchon, tout comme un éventuel rapprochement. On avait vu déjà un déjeuner du côté du Rassemblement national avec les représentants du MEDEF. Ça vient aussi crédibiliser le discours économique de Marine Le Pen. Donc, c'est pas des choses qui sont déterminantes, mais tout de même, dans l'opinion, les électeurs qui regardent, qui disent tiens, Mathieu Pigasse, bon, c'est un homme d'affaires qui a réussi, qui vient écouter et s'intéresser à Jean-Luc Mélenchon, quand même, ça veut dire quelque chose. Oui, je suis pas sûr. Dans certains cercles, j'imagine, parce que je pense que tout le monde connaît pas et c'est pas ce que fait Mathieu Pigasse. Vous nous écoutez, Stéphanie Villers, depuis tout à l'heure. Effectivement, on reparlera des propositions de Jean-Luc Mélenchon et de la dette au congélateur, au congélo, lorsqu'on s'attaquera au budget à Sébastien Lecornu. Mais ça m'intéressait d'avoir juste votre avis pour faire une transition. Ce sujet de la dette, à votre avis, c'est un sujet qui va monopolisé, en tout cas qui va être au cœur de cette campagne présidentielle, ou il y a d'autres thématiques? On va justement venir sur l'immigration. Est-ce que ça va être ça, ce match, immigration, dette, finances publiques, rétablir les comptes? Vous le sentez comme ça? Dette, finances publiques, rétablir les comptes, en réalité c'est le même sujet. Donc, et je pense que c'est la principale menace pour la France. On joue avec le feu depuis quelques années, je dirais depuis la fin de la crise Covid, lorsqu'on a continué à maintenir un train de vie de l'État et aussi des dépenses publiques très élevées, alors que les autres pays européens ont fait des efforts. Et aujourd'hui, en fait, on est seul à bord avec une situation budgétaire qui est dramatique et on va avoir du mal. Si on continue comme ça à financer notre dette. Je pense que les Français, ce qu'ils attendent des candidats, c'est véritablement qu'on traite cette fois-ci les vrais sujets. Parce que si on ne traite pas ce sujet de la dette et si on se retrouve avec des taux d'intérêt qui progressent, parce que c'est quand même le risque. Là, on a un niveau de taux d'intérêt à 4%. On n'avait pas atteint ce niveau-là pour la France depuis la crise de 2008. Donc, on n'est même pas en crise, on a déjà un taux qui arrive à des niveaux records. Imaginez ce qui arrive si un candidat ne se saisit pas de ce sujet et qui arrive à la présidence. Ce serait une crise de suite, en fait. Les marchés financiers étaient prêtés. Donc je pense que si les candidats considèrent que c'est pas un véritable sujet et n'arrivent pas avec des vraies solutions, et en réalité, on sait très bien que les solutions ne peuvent plaire à personne. On peut pas raconter que on en reviendra quand il suffit de congeler la dette. Ça c'est pas une mesure qui c'est pas crédible, c'est pas responsable. Non, mais non, c'est illusoire. Alors, on y reviendra. La dette, effectivement, l'immigration, c'est un sujet, en tout cas, qu'ont déjà pris à bras le corps, j'allais dire, un certain nombre de candidats. Vous avez certainement assisté à ce match à distance entre Jean-Luc Mélenchon, justement encore, et Édouard Philippe, qui est en déplacement à ce moment-là à Mayotte. Écoutez, comme on dit ici, pif paf, les deux se répondent. J'aimerais qu'ils viennent ici et qu'ils constatent que la crise migratoire, ici, elle est prégnante et qu'elle a des impacts, pas simplement dans des grandes questions de principe, mais dans la vie quotidienne de l'ensemble de nos concitoyens français qui vivent à Mayotte. C'est pas acceptable que les Comores laissent comme ça les choses se faire en exposant les gens à la mort. Parce que là-bas, c'est ça, la mer. Elle est profonde, il y a des requins partout, et tous les ans, des dizaines de gens disparaissent pour toujours. Alors, je demande qu'on se rappelle qu'on est tous des êtres humains, que, évidemment, il y a une limite à la capacité d'absorption de la petite île de Mayotte détruite. Mais pas de démagogie, s'il vous plaît. Monsieur Philippe, pas vous, ne faites pas ça, ce n'est pas bien. Voilà pour les échanges entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. On parle de Mayotte. On peut citer aussi ce qui s'est passé au cœur de l'été de Ceuta,
notamment. Beaucoup disent qu'il y aura, oui, un avant et un après ce qu'on a vu et vécu cet été. Cette crise de Ceuta qui a pour beaucoup valeur de test, notamment, et pour les différents candidats, on voit qui sont en train de se positionner pendant cette campagne à la présidentielle. Là aussi, je me tourne vers vous, Roland, mais c'est intéressant d'avoir à la fois ce recul et peut-être pas s'emballer. Est-ce que j'ai l'impression, pour avoir vécu quelques campagnes, que l'immigration a toujours été là et un thème qui a été abordé, décliné dans les meetings, alors peut-être pas aussitôt, j'allais dire, dans la campagne, mais ça l'était. Et est-ce qu'on assiste à une surenchère? Est-ce que vous observez, comme certains observateurs et commentateurs le disent, à une surenchère en matière de propositions d'immigration, notamment dans le bloc central? Oui, je crois que l'immigration, elle est là. Elle est la première motivation de vote d'un seul électorat, qui est l'électorat du Rassemblement national, mais ça pèse lourdement. Pour eux, pour les électeurs du Rassemblement national, c'est leur première motivation de vote. Et ça n'est la première nulle part ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'en même temps, on n'a pas une campagne réellement sur l'immigration, parce que ce serait le RN contre tous les autres. Or, une campagne, ça met tout le monde dans le coup, donc ça ne peut pas être l'immigration qui fait la toile de fond permanente d'une campagne présidentielle. En revanche, je crois que la dette va jouer cette fois-ci un rôle extrêmement important, pour les raisons que vous avez dites, qui sont des raisons de fond, et puis parce que les Français ont commencé à s'y intéresser. On avait le sentiment que ça nous passait par-dessus la tête, et puis à force d'en entendre parler, à force d'entendre Bayrou sonner la sonnette d'alarme, être suivi par beaucoup de politiques, il semble bien que ce thème soit spontanément maintenant dans les enquêtes qualitatives. Je suis très frappé. Les sondeurs disent que désormais la dette vient dans le discours des Français. Dès qu'on parle de l'élection, il y a comment ils vont se sortir du problème de la dette. Il n'y a plus d'argent dans les caisses et on a la dette. Comment on fait? Et je crois que c'est probablement l'angoisse principale, elle sera économique. Alors, sur le côté angoisse, sur le côté proposition, surenchère aussi, peut-être de propositions plus ou moins réalistes, on y viendra avec vous. Ça marche peut-être de la même manière sur cette thématique de l'immigration. Si je reprends, alors Mayotte, c'est une loupe et un zoom sur cet archipel et ce qui se passe et qu'a mis Édouard Philippe en se déplaçant sur place. Les événements de Ceuta, effectivement, qu'on a vu cet été, est-ce que là aussi, Philippe Guibert, il n'y avait pas pour ces candidats du bloc central la volonté, je dirais, l'ambition, entre guillemets, de se dire, attendez, on sait très bien que sur ces sujets-là, on a un Rassemblement national qui est particulièrement fort, et si on ne veut pas se laisser déborder par le Rassemblement national, il faut faire des propositions, et des propositions dures, encore plus dures. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que s'il est vrai que l'électorat du Rassemblement national a pour première motivation du vote l'immigration, dans d'autres électorats de droite ou de centre-droit, c'est une préoccupation qui n'est pas tout à fait secondaire, qui souvent arrive en deuxième, troisième. Et donc, ce sont des électeurs pour qui l'immigration n'est pas le sujet principal, mais pour lesquels l'immigration est un sujet important. Au total, en France, quand on observe les sondages qui sont faits annuellement par la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme, vous avez deux tiers à 70% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigration en France. Et si vous élargissez un tout petit peu la focale, ne serait-ce qu'aux pays européens, aux autres grands pays européens, vous constatez qu'en Allemagne, l'AfD, qui est beaucoup plus dur que le RN, enfin encore plus dur que le RN, est en tête des intentions de vote. Si vous regardez la Grande-Bretagne, vous remarquerez que Reform UK, qui ne fait campagne que sur l'immigration, est en tête des intentions de vote. Bref, et puis en Italie, Madame Meloni est au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de pays européens, et plus généralement en Europe, l'immigration est devenue un facteur majeur parmi les tout premiers, pas le seul, pas forcément le premier, mais en tout cas parmi les premiers, de déterminants du vote, d'enjeux d'un scrutin décisif. Et donc les candidats du bloc central, comme d'ailleurs Bruno Retailleau, dont on parle peu en ce moment et qui n'est pas encore rentré dans la campagne, sont obligés de parler de ces sujets-là. Même pour la gauche, c'est un sujet elle a considéré, la gauche, que
parler d'immigration, c'était déjà être d'extrême droite. Je trouve que c'est une approche qui a pu contribuer aux fameux 30% dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une gauche qui s'est beaucoup réduite parce qu'elle s'est coupée quand même de préoccupations très fortes dans les milieux populaires et dans les classes moyennes. En direct avec nous, Jad Zahab, bonjour, porte-parole et secrétaire national de Renaissance. Vous soutenez le candidat Gabriel Attal. Pour poursuivre, Jad Zahab, cette discussion, le thème de l'immigration, effectivement, quand on regarde les propositions faites par Édouard Philippe, donc autre candidat du bloc central, on peut dire que l'électorat, oui, peut être sensible, cet électorat d'Édouard Philippe, au sujet régalien, au sujet d'immigration, dirons-nous, qui n'est pas déstabilisé, puisqu'on retrouve des liens aussi avec un électorat de Bruno Retailleau, par exemple, des LR ou des anciens LR. Est-ce que c'est pas plus compliqué pour vous, pour le candidat Gabriel Attal? Le pari est peut-être un peu plus risqué et peut décontenancer un certain nombre de vos électeurs, et j'allais même dire pari risqué de se prononcer sur l'immigration, mais autant risqué de ne pas se prononcer sur l'immigration. C'est ça aussi peut-être la difficulté de votre candidat. Écoutez, ce qui importe quand on parle d'immigration, c'est pas tellement de poser la question, mais c'est la réponse qu'on va apporter. J'entendais votre débat à l'instant. Gabriel Attal, il a 4 chantiers capitaux que sont l'école, les salaires, l'intelligence artificielle et les frontières. Donc précisément, on ne peut pas en 2027, il me semble, prétendre être candidat à l'élection présidentielle sans parler de la question des frontières et de l'immigration qui interroge, qui questionne parfois, qui fait peur les Françaises et les Français. Pour autant, ce qui importe, nous, c'est la réponse que nous allons apporter et que Gabriel Attal apporte. Et si vous voulez, elle tient en une phrase. Pour accueillir bien, il faut accueillir moins. Et donc précisément ce que nous disons avec Gabriel Attal et ce qu'il propose, c'est que le Parlement vote de manière régulière des quotas d'immigration avec un principe, c'est celui de favoriser l'immigration de travail à l'immigration du regroupement familial. Et donc précisément, nous ne sommes pas des idéologues, nous ne considérons ni que nous pouvons accueillir tout le monde, ni à l'inverse, ni d'ailleurs que ce soit souhaitable, qu'il faudrait interdire toute forme d'immigration. Et donc, si vous voulez, moi je crois que sur ce sujet-là, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de fake news aussi, parfois à dessein de la part d'une partie de l'échiquier politique et notamment à l'extrême droite, mais en réalité, parler des frontières, parler de l'immigration, ça me semble absolument indispensable. Pour autant, la réponse que nous apportons est une réponse qui est une réponse mesurée, c'est-à-dire nous ne pouvons pas accueillir tout le monde si nous voulons bien intégrer, donc nous faisons de l'intégration républicaine un sujet absolument majeur. Nous assumons aussi de dire que nous devons favoriser l'immigration de travail à l'immigration du regroupement familial. Et puis, évidemment, nous ne touchons pas à l'asile parce que la France ne serait pas la France si elle n'accueillait pas des gens qui fuient la misère et la guerre partout dans le monde. Et puis, pardon de terminer en 10 secondes sur cette question-là, nous sommes l'une des seules formations politiques qui n'a pas l'Europe honteuse. Et précisément, quand il s'agit de l'Union européenne et des frontières extérieures de l'Union européenne, nous avons fait adopter un pacte asile-immigration qui va rentrer en vigueur, qui est entré en vigueur il y a quelques jours. Nous disons qu'il faudra aller plus loin grâce à l'Union européenne. Et pour résumer, parler des frontières, ça me semble tout à fait nécessaire. Ensuite, c'est, vous l'avez bien compris, les réponses qui divergent. Je suis d'accord, effectivement, frontières. Mais je reprendrai une expression que vous avez utilisée. Vous parlez de réponses mesurées. Quand on entend ou quand on lit un certain nombre d'enquêtes, je ne suis pas sûr que tous les Français aient envie de réponses mesurées. Le fameux entre-deux, la fameuse eau tiède, etc. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui séduit. C'est là où je parlais de pari risqué pour votre candidat de Gabriel Attal, c'est-à-dire à la fois ne pas en parler compliqué, en parler risqué, et la manière dont vous en parlez. Mais si c'est dans un en se disant bon bah oui, ils vont s'attacher à X ou Y sujet, mais c'est pas dans sa globalité. Alors que certains se disent pardon, mais oui, c'est un sujet. Et quand je dis immigration, c'est immigration illégale notamment aussi, qui est bien évidemment mis dans le dossier, dans le mot. Vous savez, Gabriel Attal, c'est pas un candidat idéologue, c'est un candidat de la réalité du terrain. Et donc nous n'arrivons pas avec des schémas préconçus, et donc nous sommes ni pour ni contre l'immigration. Ce que nous disons, et aller demander aux chefs d'entreprise, dont certains peut-être nous regardent, aux restaurateurs, à des secteurs de métiers en tension, aller leur demander si nous avons ou non besoin d'immigration. Donc si vous voulez, sur cette question-là, nous avons conscience du fait qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation politicienne, idéologue de cette question, et de la France insoumise qui veut accueillir tout le monde, et du Rassemblement national
qui surfent sur une ligne extrême droitière. Nous sommes très clairs. Nous avons besoin d'immigration en France, mais nous comptons privilégier, un peu sur le modèle canadien d'ailleurs, l'immigration du travail à celle du regroupement familial. Et donc je suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il s'agit d'une réaction, j'allais dire, d'une proposition, en demi-teinte. Nous sommes très clairs. Oui, nous avons besoin d'immigration, mais nous allons privilégier l'immigration du travail à celle du regroupement familial. Et je crois que là-dessus, en permettant au Parlement de voter des quotas de manière régulière, c'est une réponse que les Françaises et les Français attendent. Et donc, si vous voulez, nous sommes au début de cette campagne électorale. Nous mettons des propositions dans le débat. Je vous entendais à l'instant parler de la dette. C'est aussi l'un des chantiers que Gabriel Attal entend mener. Et donc, sur l'ensemble de ces sujets-là, la campagne ne fait que commencer. Et donc, nous allons mettre ces idées-là dans le débat. Précisément, nous avons conscience que cette campagne va se faire dans un climat particulièrement difficile, particulièrement violent, où la désinformation va être de mise. Et donc, précisément, sur un sujet comme l'immigration, nous entendons être ni dogmatiques, ni idéologues. Nous sommes dans le réel et je crois que c'est ce que les Français attendent. Très bien. C'était juste, c'est pas moi qui jugeais les propositions en demi-teinte de Gabriel Attal, c'était pour que vous expliquiez la réponse mesurée, pour réutiliser et réemployer le terme, et que vous expliquiez ce que vous avez fait. Merci beaucoup, Jad Zahab, d'avoir été avec nous. Stéphanie Villers, ça a un coût, l'immigration. C'est toujours, effectivement, on l'entend, il y a des chiffres qui défilent sur l'immigration illégale, l'immigration de travail, etc., tout ce que ça peut engendrer. C'est un vrai sujet. Notamment pour les candidats, ils devront y répondre parce qu'encore une fois, on le voit dans les priorités des Français, même si après les incendies de cet été et la canicule, on voit aussi que l'écologie, le changement, le réchauffement climatique, c'est beaucoup pris en compte. Mais on a ce sujet de l'immigration qui arrivera dans les thèmes centraux de cette campagne, avec encore une fois, on se dit ça va coûter ça coûte de l'argent, mais certains disent oui, on peut en récupérer aussi. Oui, alors ça ne fait pas que coûter de l'argent. Il faut savoir que dans un contexte que nous vivons tous en Europe de vieillissement de la population, avoir recours à l'immigration est indispensable. Rappelez-vous, en Allemagne... Ça participe à l'économie. Voilà, en Allemagne, ils ont eu un taux de fécondité fait beaucoup plus en amont que nous. Et ils ont dû, en fait, rappelez-vous, Angela Merkel avait un peu ouvert ses frontières vis-à-vis notamment de la Syrie parce que il fallait 1 million de migrants, c'était indispensable à leur économie. En réalité, il ne faut pas se voiler la face. On a besoin, dans un pays vieillissant, de forces vives pour notamment faire des métiers qui sont sous tension, où il y a de la pénurie. Et il suffit de regarder aussi l'exemple du Brexit. Rappelez-vous, il fallait lutter contre le plombier polonais. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, est bien normal de trouver un plombier, parce que un plombier britannique coûte déjà beaucoup plus cher, n'a pas été formé il n'y a pas eu ces formations sur les différentes les décennies précédentes, et ça crée des tensions. Et en réalité, ça fait monter aussi le coût du travail. Donc il y a à la fois regarder le coût précisément de l'immigration, c'est un calcul à faire, mais aussi en fait dans un contexte de vieillissement de la population, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce que finalement on fait une croix sur les actifs ? Philippe Guibert. Oui, mais je trouve que les exemples que vous donnez sont intéressants, parce que l'Allemagne et la décision d'Angela Merkel conduit 10 ans après, aujourd'hui, est très critiquée en Allemagne, parce qu'aujourd'hui, l'AfD, encore une fois, un parti beaucoup plus radical que le RN, qui l'est déjà quand même un petit peu, aujourd'hui est crédité de pas loin de 30% des oui, mais voix. elle ne peut pas l'être d'un point de vue économique. Ça peut être d'un point de vue d'intégration, d'un point de vue social. Ça, c'est un autre sujet. Mais d'un point de vue économique, si vous voulez, lorsque il y a énormément de métiers où les locaux n'ont pas envie de faire ce genre de tâches, faire abstraction et considérer qu'on va pouvoir s'en passer, c'est compliqué. Je me perds sur le débat économique. Alors, effectivement, il y a la question de la natalité, mais il y a la question des métiers en tension que vous souleviez, et que d'ailleurs
l'équipe de Gabriel Attal évoque. Sur ce sujet-là, il y a un certain nombre de candidats, à l'élection présidentielle notamment, qui disent très bien, oui, il y a des métiers en tension, mais est-ce que la solution pour les métiers en tension, c'est de faire venir davantage d'immigrés pour qu'ils occupent ces métiers en tension, ou est-ce que c'est pas plutôt de faire pression sur le patronat pour qu'ils augmentent les salaires? On prend souvent l'exemple de la restauration où il y a une défection assez cruelle, ou même de l'entreprise, de la construction, où il y a une défection de main-d'œuvre d'origine française sur ces métiers, et donc on fait appel à des étrangers. Mais est-ce que certains disent, oui, mais la solution, c'est peut-être aussi de faire pression sur les chefs d'entreprise pour qu'ils augmentent et qu'ils rendent ces métiers plus attractifs pour les ressortissants français. Donc le débat, il est quand même ouvert. Il est pas. Ça reste les ménages qui vont payer. En oui, fait, mais il est pas. Est-ce que les Français sont. Voilà quoi. Il y a quand même un débat aussi sur la question économique à l'intérieur même du sujet immigration. Vous voyez, le débat de cette présidentielle a déjà commencé ici sur LCI. On a parlé des candidats à gauche, en veux-tu, en voilà, si je puis dire. On a parlé aussi de certains des candidats du bloc central, Gabriel Attal ou Édouard Philippe. Mais il y a un nom quasiment qu'on n'a pas trop prononcé ou dont on n'a pas parlé, bien c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen candidate, et pourtant c'est elle qui est en tête des sondages, la numéro 1. Alexandar Nikolic entre sur le plateau, nous rejoint. Bonjour, vous êtes député européen du Rassemblement national. Marine Le Pen qu'on n'a pas trop vu, pas du tout même cet été, mais j'allais dire conforme à la stratégie de la candidate du Rassemblement national depuis déjà de nombreuses reprises, à chaque fois qu'elle se présente, qu'elle est candidate. On la verra lors du débat au MEDEF. Ce sera cette semaine, jeudi, débat présenté par Amélie Carrouer, arbitré par Amélie, avec l'ensemble des candidats. Un discours est prévu au mois de septembre, avant le premier grand discours et meeting de campagne qui, je crois, sera prévu pour Chartres au mois d'octobre, c'est bien ça ? À Orléans, effectivement. Marine Le Pen, quand elle regarde Jean-Luc Mélenchon, j'imagine, vous, puisque vous êtes là et vous faites son porte-parole, vous dites quoi quand vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon cet après-midi? Vous avez dit qui continue parce qu'il nous sert, c'est très très bien, ou vous dites attention? Il fait peur déjà quand on le voit invectiver les préfets, quand il dit vous n'êtes pas nos amis, vous allez faire des saluts militaires quand on est parlementaire. Je vois d'ailleurs que pour des gens qui prétendent revendiquer toujours défendre les classes populaires, ils se pensent comme une caste au-dessus. On l'avait vu avec Manon Aubry, ça avait fait polémique sur les réseaux sociaux, qu'elle avait donné à un chauffeur sa valise comme ça. On voit Jean-Luc Mélenchon qui insulte les journalistes, qui invective les préfets qui avaient déjà été condamnés contre les forces de l'ordre quand il y avait eu une enquête au siège de leur mouvement. Ça, c'est sur la forme. Et puis après, sur le fond, évidemment, tout est très anxiogène sur la politique qu'il veut mener. J'ai écouté évidemment attentivement son discours, mais je peux peut-être y revenir maintenant ou... Ouais, je vais juste poser une question, parenthèse. Laurent Nunez, sur le sujet que vous exposez sur les préfets, a réagi le ministre de l'Intérieur il y a quelques instants concernant les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon dans son discours face à Laurent Nunez, face au préfet. Laurent Nunez qui déclare: les préfets n'ont pas de leçon d'impartialité à recevoir. Long message qu'il détaille notamment sur le réseau social X. Pour continuer sur Jean-Luc Mélenchon, finalement, quand on l'écoute, on se dit c'est votre meilleur adversaire ce matin, non ? Pourquoi ? C'est-à-dire, c'est parce qu'il est caricatural. Mais au moins, pour le coup, au moins, face à vous, il y a deux offres. Il dit des choses, mais on l'a vu essayer d'utiliser ce qui a pu se passer cet été avec la canicule en montant et honteusement, parce que c'est quand même quelqu'un qui a dit la clim surtout pas. Donc là, il nous dit que c'est que le réchauffement climatique effectivement est terrible et que c'est, alors je sais plus le terme qu'il a employé, mais c'était de l'ordre de ces criminels. Oui, refuser les clims aujourd'hui, c'est criminel, parce qu'à chaque vague de chaleur, il y a des milliers de morts. Donc il a une part de responsabilité très importante, comme son refus d'adaptation systématique contre les réserves d'eau qui peuvent permettre à nos agriculteurs de nous en sortir, contre éventuellement des usines de dessalement, par exemple, qui vont permettre d'avoir de l'eau dans l'avenir, contre le débroussaillement, par exemple, qui peut freiner les feux. En fait, ce sont des gens, des escrocs, qui prétendent s'opposer et faire tout
pour qu'on s'adapte au réchauffement climatique, dénoncer le problème du réchauffement climatique, mais ils font tout, au final, pour qu'on ait des problèmes à cause du réchauffement climatique. Nous, on a conscience, évidemment, qu'il y a un gros problème de réchauffement climatique. On considère qu'il faut s'y adapter. Le RN a quand même fait évoluer dans son discours sur l'écologie. Mais vous savez, sur ce point-là précis du réchauffement climatique, aujourd'hui, tout nous donne raison. Quand vous avez un Jean-Luc Mélenchon ou les Verts... Pardon, Alexandre Nicolet, c'est pas les propos que tenaient un certain nombre de responsables et de patrons, je parle sous votre contrôle, du Rassemblement national pendant très longtemps, évacuant même, niant, j'allais dire, ce qui pouvait se passer du changement et du réchauffement climatique. Certes, aujourd'hui, il y a un changement de tonalité et on voit plutôt un Rassemblement national qui cherche un certain nombre de propositions et à les mettre sur la table, mais ça n'a pas toujours été le discours, et c'est pas un problème, mais on voit qu'il y a une évolution. Excusez-moi, mais en 2017, en 2022, Marine Le Pen était la candidate la plus pro-nucléaire. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est l'énergie qui nous permet d'émettre le moins de gaz à effet de serre. Je ne vous parle pas des propositions. Moi, je vous parle des propositions parce que c'est ce qui compte en termes de réchauffement climatique. Et de la notion de réchauffement et de changement climatique qu'il peut y avoir. Moi, je vous dis que la politique qu'on souhaite mener depuis des années, c'est celle qui nous permettrait de moins émettre le moins de gaz à effet de serre. Regardez l'Allemagne. Selon les études, l'Allemagne qui prône zéro nucléaire, c'est entre 8 et 15 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre et un prix de l'électricité beaucoup plus important, ce qui a des conséquences d'ailleurs sur les entreprises. Même chez nous, on a vu d'ailleurs le fait d'avoir soutenu d'autres filières, on a vu que ça a engendré une augmentation du prix de l'électricité que peinent nos entreprises, et c'est le deuxième axe qui provoque le réchauffement climatique, puisque 51% des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux importations, donc tout ce qui est taxe carbone mis en place par le Parlement européen, notamment ETS, est soutenu par Jean-Luc Mélenchon et ses députés, tout ce qu'il peut prôner en termes de normes, ce qu'il peut prôner en termes d'énergie, ce qu'il peut prôner là en termes d'augmentation de taxes, fait qu'au final, on émet plus de gaz à effet de serre parce qu'on importe des produits de l'autre bout du monde. Finalement, j'avais prévu comme thématique principale de cette campagne 2027 de l'immigration, oui, de parler de la dette, on va y revenir avec vous Stéphanie, de parler des retraites, on va y venir, mais qu'il y a l'environnement et l'écologie, apparemment, ça va amener un certain nombre de débats, et j'allais dire tant mieux vu la situation et tout ce qu'on a vécu. Après, les électeurs sont libres bien évidemment de choisir, mais qu'il y ait des débats et des idées qui soient mises sur la table avec des chiffres concrets, ça sera au cœur de cette campagne. Je vous ai invité précisément sur les retraites, Alexandre Nikolic, parce on s'était, j'allais dire, quitté début de l'été, on n'avait pas trop compris entre Marine Le Pen et Jordan Bardella quelle était la position exacte sur ces retraites, puisque dans cette campagne, la question sera posée, report de l'âge de départ ou pas, jusqu'à 67 ans ou pas, ou plutôt des économies sur les pensions des plus aisés. Ça sont les questions du jour, après les déclarations des uns et des autres. Avant de faire, effectivement, et que Stéphanie en vienne à nous expliquer très concrètement et clairement où on en est, juste, vous avez tranché, il n'y a plus de bisbille entre Jordan Bardella et Marine Le Pen? Mais ils sont tous les deux évidemment d'accord, et vous savez, parfois, nos mesures ont été caricaturées sur ce qu'on propose comme réforme des retraites. Notre réforme des retraites qu'on évoque depuis longtemps, je finis juste là-dessus en une phrase. Notre réforme des retraites, elle dit qu'il faut évidemment donner un privilège à ceux qui commencent à travailler entre 17 et 20 ans. C'est pour ça aussi qu'on veut revenir sur le collège unique. Je parlais tout à l'heure du problème de désindustrialisation qui émet des gaz à effet de serre. C'est aussi un problème économique. Eh bien, essayer de faire en sorte d'inciter à travailler plutôt, aller vers l'apprentissage par notre réforme des retraites, c'est ce qui va nous permettre de recréer de la richesse, parce que le manque de main-d'œuvre aujourd'hui, c'est un des principaux vecteurs aussi de désindustrialisation. De la retraite à 62 ans, toujours d'actu? Et ça dépend à quel âge on commence à travailler. Quand on commence à travailler entre 17 et 20 ans, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on parte à 60 ans, mais que ensuite on soit sur une évolution progressive jusqu'à 42 annuités si on commence à travailler à partir de 24 ans et demi, 25 ans, pour donner un privilège, encore une fois, à ceux qui commencent à travailler tôt, parce que c'est ce dont on a besoin. On a plus de gens qui vont en métallurgie plutôt qu'en fac de sociaux. Stéphanie Villers, alors je sais que la question va être très très dure. Je vous file la patate chaude, le bébé. On fait quoi, on fait comment? Oui, alors après, il faut se rendre compte que on est de moins en moins d'actifs, même si on rentre tôt dans la vie active.
Alors, on n'est pas assez nombreux pour financer nos retraités, qui, eux, ont bénéficié d'un autre système, puisque lorsqu'ils étaient au travail, ils étaient à peu près entre, au départ, 4 actifs pour payer un retraité, puis 3, et puis largement 2,5 pendant quand même plusieurs décennies. Bon, aujourd'hui, on dit aux jeunes qui travaillent, rendez-vous compte, pour payer une retraite, vous êtes même pas 2. Donc, un actif n'a pas que les retraités à penser, en fait. Il doit subvenir à ses propres besoins, son logement, son alimentation et tout le reste. Donc, mettre sur les épaules autant de poids, ça oblige en fait à revenir sur notre système de répartition. Le système de répartition, il est beau, mais il marche que s'il y a un taux de fécondité qui est au moins de 2 enfants par femme. Or, on s'y écarte depuis un certain nombre d'années, et donc il faut agir à partir de ce moment-là. On ne va pas par une baguette magique donner envie à faire plus d'enfants, et on voit bien qu'aujourd'hui les femmes se voient en fait un peu comme se disent qu'elles ont un choix à faire entre avoir un enfant et travailler, et de plus en plus lorsqu'elles font des études, parce qu'elles font plus d'études d'ailleurs que les hommes, elles préfèrent travailler que faire des enfants. Donc alors à partir de ce moment-là, on va arrêter de faire peser ce poids sur ses actifs pour essayer de rééquilibrer la machine. Et on entend effectivement parler de plus en plus de retraite par capitalisation, qui me paraît un moment indispensable, compte tenu en fait de cette déformation démographique. On ne fait pas assez d'enfants, et donc il va falloir que chaque actif cotise une partie pour lui-même. Et en réalité, cotiser pour lui-même, c'est aussi l'amener vers la finance. Faut savoir que les entreprises ont besoin de capitaux, et je pense que vous savez, aux États-Unis, il y a que de la retraite par capitalisation, et ça marche assez bien pour dynamiser les marchés financiers. On entend dire qu'en Europe, en fait, on n'a pas assez de capitaux pour financer nos entreprises. On n'a pas la culture du risque. Aux États-Unis, ils ont un système qui oblige à regarder la situation des marchés boursiers. Et finalement, je pense que c'est un mal au début, parce qu'il va falloir restructurer notre système, mais un bien pour l'avenir, parce que déjà, ça libère, en fait, ça permet à ce système de répartition de pouvoir encore survivre pendant quelques décennies. Et ça permet aux actifs d'aujourd'hui de regarder la façon dont les entreprises sont financées. C'était très clair. Sur le long terme, on voit effectivement les questions et les équations qui sont posées et auxquelles les candidats effectivement devront répondre. Si je reviens un peu plus sur le court et le moyen terme avec ce fameux budget de 2027, on voit la proposition, Roland Quérol, avancée par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Donc, en gros, c'est de ne pas revaloriser un montant de pension de retraite en fonction de l'inflation. Ça concernerait ceux qui touchent à peu près 2 000 € net, si je suis bien ce qu'a dit le Premier ministre. Politiquement, vous dites quoi, Roland? Plutôt risqué pour le Premier ministre de faire cette proposition-là? Pour moi, ça me paraît tellement risqué que j'ai un doute réel sur la capacité d'un Premier ministre à introduire une réforme de ce type. Donc, est-ce que là, c'est un petit ballon d'essai lancé comme ça pour prendre la température? C'est un ballon d'essai. C'est un ballon d'essai. Est-ce que je peux juste quand même... Mais les ballons d'essai, ils ne sont pas forcément suivis d'autres ballons d'essai, ou alors tout à fait autres. Et mon hypothèse, c'est qu'on est encore à la recherche du bon ballon. Il y a quand même une injustice face. Il y a, au niveau des actifs, il y a qu'un seul salaire qui est revalorisé en fonction de l'inflation. Vous le savez, c'est le SMIC. C'est le salaire minimum. En réalité, et donc tous les autres actifs ne bénéficient pas de cette revalorisation automatique. Ça ne veut pas dire il n'y a pas de hausse des salaires, mais il n'empêche qu'elle n'est pas instituée par la loi. Alors que pour les retraités, qu'ils soient des petits retraités, et ça, personne ne veut désindexer les petites retraites, mais je passe pour les plus grosses retraites, ils ont cet avantage. Comment expliquer que les actifs qui payent pour les retraités ne sont pas indexés sur l'inflation alors que les retraités le sont? Et la seule explication, c'est de dire on ne peut pas y toucher parce que les retraités votent, ça va nous coûter très cher économiquement. De plus en plus, il faut rappeler que quand même, on a toujours ce problème de dette et que la dépense publique est essentiellement focalisée pour 50% de la dépense sociale sur les retraites. Ça vous fait réagir, 500 milliards mais en effet, ils votent.
Bah oui, mais voilà. Donc, en fait, c'est pas qu'un débat électoraliste. Enfin, c'est aussi juste une injustice parce que c'est une rupture avec le contrat social qu'on avait pu faire passer aux retraités. On parle de gens qui ont cotisé toute leur vie avec une promesse de toucher une retraite, et là, ce serait en réalité une baisse de leurs revenus, une baisse de leur retraite si ça ne suit pas l'inflation. Bah, indirectement, si, puisque l'inflation, puisque en termes indirectement leur revenu par rapport au coût qu'ils auront dans leur vie quotidienne, eh bien, sera plus faible qu'avant, puisque il y aura une inflation sur la consommation. Mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Quand aujourd'hui, c'est cette augmentation justement, ce serait environ 6 milliards. Donc on parle de quoi ? On parle de 2-3 milliards. Si on touche même à la moitié des retraités, ce serait de l'ordre de 3 milliards d'euros. C'est déjà énorme de toucher à la moitié des retraités. Et dans le même temps, c'est-à-dire que ces Français qui ont travaillé, cotisé, on va leur taper dessus, on va faire une rupture sur le contrat social français, et on refuse de toucher à l'immigration irrégulière, par exemple. Selon Madame Siountou, le droit d'asile, c'est 2 milliards d'euros en France. Les mineurs isolés étrangers, qui sont des faux mineurs isolés étrangers à la responsabilité des conseils départementaux, c'est 2 milliards d'euros. La préférence nationale, ça serait une économie de 18 milliards d'euros. Et bien ça, on n'y touche pas. Et par contre, on va taper sur les retraités qui ont travaillé, cotisé toute leur vie, qui voient déjà leurs impôts augmenter depuis des années. C'est évidemment une injustice. Alors, retraite, effectivement, Stéphanie. Je voulais juste qu'on regarde ensemble un certain nombre de chiffres, puisqu'on parle du budget, de la dette, budget d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon a dit, nous le censurerons, le budget 2027 présenté par Sébastien Lecornu. Juste, suivez-moi, on va regarder ces quelques chiffres. Ils vont défiler, mais ça va vous permettre de les regarder. Voilà, on a ce déficit, Stéphanie, les 5,9% du PIB en cas de loi spéciale, notamment pour 2027. Ça concerne bien évidemment le vote du budget dans le cas d'une loi spéciale. Autre chiffre qu'on peut vous montrer ce soir, donc la fameuse dette publique. Là, c'est un chiffre qu'on remarque et qu'on note bien, les 3 550 milliards d'euros. Ça équivaut à 118% du PIB. PIB, la richesse produite. Quand on fait le compte et la liste au niveau européen notamment, on se rend compte que la France est loin derrière, par exemple, des pays comme, si je ne m'abuse, Chypre, par exemple, sur cette richesse du PIB, sur le poids du PIB. Regardez l'évolution de la charge de la dette. Alors ça, la charge de la dette, ce sont les intérêts qu'on paye. Vous voyez, entre 2022 et 2030, ça a pas mal, ça va effectivement augmenter de plus en plus. Est-ce qu'on a un dernier chiffre à vous montrer ? Est-ce qu'il s'affiche ? Voilà, le taux d'emprunt de la France à 10 ans. 4,2%, c'est au plus haut depuis 18 ans. Et je vous parlais du PIB par habitant, effectivement, le classement qu'on peut obtenir. En France, on est à 40 000 euros, effectivement, du PIB, le produit intérieur brut par habitant. Alors, tous ces chiffres peuvent vous paraître un peu, vous dites, oh là là, la digestion va être longue, mais c'est pour montrer qu'on a une situation, effectivement, qui est, je sais pas si on peut utiliser le mot de catastrophique, mais en tout cas aujourd'hui, il va falloir s'y attaquer férocement. Elle est très inquiétante parce que supposer que le déficit soit l'année prochaine à 5,8% déjà ou 5,9%, on n'en sait rien puisque tout dépend on a un nouveau choc qui survient, ça ferait des dépenses supplémentaires qu'on pourrait pas d'ailleurs faire. Mais enfin, il y a énormément d'incertitudes et la principale incertitude, c'est comment vont réagir les marchés financiers face à cette loi spéciale, puisque c'est un message adressé à ceux qui nous financent, parce que je vous rappelle que la moitié de la dette française est détenue par des étrangers. Donc les étrangers vont se dire, encore une fois, en fait, les Français ne veulent pas voir leur réalité budgétaire en face. Ils considèrent qu'on va les financer sans fin, sans regarder ce qu'ils font avec l'argent qu'on leur prête. Or, l'argent qui est demandé sur les marchés financiers, c'est notamment pour financer la dépense sociale. C'est l'essentiel, en fait, c'est l'éléphant dans la pièce, les retraites et la santé. C'est ce qui pèse le plus en réalité. Lorsqu'il faut, et c'est ce que regardent les investisseurs étrangers, on voit par exemple que l'Allemagne cette année a emprunté sur les marchés financiers exactement la même somme que nous, 300 milliards. Eux, en fait, ils se disent, nous, on va investir dans les infrastructures, dans l'écologie, dans le numérique, dans l'IA.
Et nous, en fait, on fait de la dépense sociale. Donc il y a un moment donné, on voit bien que graduellement les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Ça fait 2 ans, on se dit, alors il n'y a pas eu de bond massif, hein, on pouvait le craindre, tout d'un coup à la crise grecque, les taux d'intérêt sont... Pour l'instant, on n'a pas cette menace-là, mais à 4%, à 5% et à 6%, est-ce que la question, la dette française est soutenable? Est-ce que finalement l'ensemble de nos impôts ne va pas servir à payer les intérêts de la dette et donc on va plus pouvoir financer notre train de vie et nos dépenses? Envie de répondre, Alexandre? Oui, je suis entièrement d'accord, et le parallèle avec l'Allemagne est intéressant. Vous disiez justement, ils misent sur le numérique. Il faut se rappeler qu'en 2017, Emmanuel Macron, qui nous avait promis la Startup Nation, aujourd'hui, on a 2 fois moins de robots par unité industrielle que les Allemands. Les entreprises françaises utilisent l'IA sérieusement, selon une enquête européenne, à 23%, quand en Allemagne, ils sont à 46%. Donc on a pris un retard considérable en termes de productivité. Ça a évidemment un impact. Vous parliez tout à l'heure, et c'est intéressant, sur la natalité. Là aussi, on peut tirer un bilan après 10 ans de macronisme. Et ce bilan, et d'ailleurs, il est exprimé très clairement par Monsieur Lecornu, qui dit on est aujourd'hui dans une situation où on est face à un mur terrible. Mais qui nous a conduit face à ce mur? Donc les macronistes qui font des budgets qui sont passés systématiquement, que ce soit par 49.3 ou avant directement quand ils avaient une majorité à l'Assemblée. Donc le bilan qu'on est en train de faire, c'est de leur responsabilité. Et ce qui est sûr, c'est qu'il s'améliorera pas avec Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut même plus qu'on rembourse la dette. Donc là, on n'aura même plus d'argent avec des taux d'emprunt qui vont s'envoler, et peut-être qu'on n'aura même plus de prêts possibles. Dernière question avant que vous nous quittiez, Alexandre Nikolic. Ce budget, le Rassemblement national, lui, le censurera ou pas? Jean-Luc Mélenchon a déjà prévenu censure. Est-ce que du côté du RN, on se dit, tiens, à quelques mois de la présidentielle, est-ce qu'on censure? Est-ce qu'on veut apparaître comme le principal opposant? Ou, comme on a fait jusqu'à présent, on verra et on censure pas forcément? Nous, on voit toujours. C'est-à-dire que s'il y a la possibilité que la situation s'améliore, si on veut enfin nous écouter sur ce qui pourrait permettre au pays de mieux s'en sortir, si je dis pas qu'il faut appliquer notre programme, mais évidemment qu'ils ne le feront pas, mais au moins que ça aille dans notre direction, qu'il y a des signes sur la baisse de la fiscalité, qu'il y a des signes sur une politique contre l'immigration et notamment des économies liées à la politique migratoire, s'il y a des signes pour arrêter de financer l'éolien et le photovoltaïque qui sont en train de nous plonger économiquement, si vraiment on nous écoute enfin sur cette baisse de dépenses publiques, peut-être qu'on verra au cas par cas. Mais ça demande justement qu'on nous écoute. Nous, on est toujours ouverts pour essayer d'améliorer la vie des Français. Jean-Luc Mélenchon, lui, il est dans l'outrance et systématiquement, il a déjà un postulat où, quoi qu'il arrive, il s'opposera. Il ne sait même pas à quoi encore. Le message est passé. J'imagine que des responsables de LFI vous répondront dans les jours ou dans les heures qui viennent. J'imagine un Sébastien Lecornu prendre la liste et si ce que demande le Rassemblement national. Mais c'est ça aussi le débat parlementaire et le jeu, au sens noble du terme, le jeu parlementaire. Merci beaucoup, Alexandre Nikolic, d'avoir été avec nous. Juste avant qu'on en vienne au Premier ministre, effectivement, plus politique, je vous l'avais promis, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, ça m'y a fait penser sur la dette. On met la dette au congélo. Alors on a eu droit à la dette au feu, aux foudres, feu, etc. Donc elle disparaissait. Là on la met au congélo, c'est-à-dire qu'elle est au frais pendant un petit moment. Vous nous disiez, c'est totalement irréaliste, illusoire, irresponsable, oui, Stéphanie. Mais en fait, c'est méconnaître nos institutions. Je vous rappelle qu'on a perdu notre monnaie. On n'a plus le franc, en fait. On a la même monnaie que 19 autres pays, s'appelle l'euro, et en fait, on dépend de la BCE. Et en fait, c'est des décisions collégiales. C'est-à-dire que si on dit gelez-moi une partie de notre dette, c'est-à-dire que vous la laissez sur les comptes de la BCE et on en parle plus tard, il faut que l'ensemble des autres pays soient d'accord. Et donc l'ensemble des autres pays aussi veulent congeler leur dette. En fait, en réalité, c'est ça. Or, il n'y a que la France qui se retrouve dans une situation budgétaire défavorable. Les autres, ils ont fait les efforts, mais rappelez-vous, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui étaient tellement en situation délétère il y a 15 ans, aujourd'hui, ils ont fait les réformes qu'il faut. Les mesures ont été prises, la rigueur a fait qu'aujourd'hui, ils sont à moins de 3% de déficit, tout va bien pour eux. Donc personne ne voudra entendre au sein de l'Europe la nécessité de favoriser la France et permettre d'éteindre un peu la dette française en disant tout ce qui a été dépensé par le passé, c'est pas grave, maintenant on a de nouvelles dépenses. C'est complètement... Oui, il faudrait sortir de l'euro. Si on sort de l'euro, à ce moment-là, on a une banque centrale indépendante des autres monnaies, et donc on peut faire ce qu'on veut. Mais là, c'est un autre projet. Alors, je vous entends, c'est parfaitement clair et limpide, Stéphanie. Et là, je me tourne vers le côté politique avec vous, Philippe Guibert.
pourquoi il fait cette proposition, Jean-Luc Mélenchon? Enfin, il est entouré de spécialistes, d'économistes, il y a des hauts fonctionnaires qui travaillent avec lui, etc. Même sur le papier, même je pense qu'on se dit c'est pas possible, et on y va plein pot, on fait cette proposition. Mais il faudrait poser une question qui relève de la psychologie. Est-ce qu'il croit vraiment en sa victoire? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon parie vraiment sur une victoire? Il sait quand même qu'il est le personnage le plus repoussoir, on le disait tout à l'heure, de la classe politique française. Donc gagner une présidentielle dans ces conditions, en étant le personnage le plus repoussoir, c'est quand même, on part de très loin. Est-ce qu'il croit en sa victoire? Je pense qu'il veut donner du rêve, il veut donner à rêver, il veut incarner la gauche qui rêve et attirer et faire le meilleur score possible pour éventuellement être au second tour. Je ne suis pas sûr qu'il travaille réellement et qu'il croit réellement, plus exactement, à une victoire qui me paraît très improbable. Alors il nous reste 5 minutes à peine. Je voulais absolument poser cette question. Je l'ai posée en introduction. Et si c'était lui? Si c'était Sébastien Lecornu, candidat du Bloc central, Roland Quérol. On a vu effectivement qu'il aujourd'hui s'occupait et travaillait sur le budget, mais il y a cette petite musique qui est là et qui monte, et on dit tiens, pourquoi pas lui? Oui, je crois que c'est normal qu'on en arrive à ça. De la même façon qu'on en est arrivé à Lecornu pour en faire un Premier ministre, alors que ça faisait des années que le président de la République souhaitait cette solution, finalement, elle est tranquillement arrivée, et au fond, dans la même logique, pourquoi pas lui candidat? On épuise progressivement tous les candidats du Bloc central. Aucun ne soulève un enthousiasme débordant dans les foules. On est vraiment dans un problème où on a un problème de charisme dans le personnel politique. Et donc, devant cette espèce de manque de charisme, de manque de solutions qui permettent d'espérer s'en sortir, il est là, Lecornu, il fait le job, et assez bizarrement, il fait le job, y compris le job parlementaire, avec un certain doigté. Est-ce qu'il sait toujours lundi où il sera mardi? C'est pas absolument sûr. Mais quand il fait le bilan mercredi, il s'y retrouve, et nous le vend pas si mal. Et donc, voilà, je pense qu'il est arrivé à colmater l'ensemble des brèches qui faisaient qu'on avait le sentiment que le système ne pouvait pas durer. Ça ne veut pas dire qu'on a le sentiment maintenant que ça y est, on est sorti, le système peut durer. Mais enfin, ça peut visiblement durer un certain temps, et du coup, ça profite à Lecornu, et pourquoi pas lui? Bon, le raisonnement tient tout à fait la route, sauf qu'on n'est qu'au début de la campagne. Absolument. Et quand vous dites que les candidats ne suscitent pas l'enthousiasme, il faut attendre. Il faut attendre que la confrontation commence, qu'Édouard Philippe, que Gabriel Attal puissent se mesurer, mettre leurs propositions sur la table. Et là, effectivement, on verra. D'ailleurs, c'est ce que Sébastien Lecornu, qui auprès de certains de ses interlocuteurs ne cache pas ses éventuelles ambitions, pourrait sortir du bois, mais il faudrait dans ce cas vraiment que les autres candidats du Bloc central s'effondrent. Ensuite, il y a l'épreuve du budget cet automne qui va être particulièrement difficile. Là, il tente, Sébastien Lecornu, un consensus, parce qu'il a écrit cette lettre, 4 pages aux parlementaires, pour leur dire attention, sur le budget, mettez-vous autour d'une table et on va faire un consensus, il n'y aura pas de 49.3 immédiatement. Bon, c'est assez risqué, on a vu ce qui s'est passé l'an dernier, ça va être très difficile. Donc, il faut ensuite qu'il passe cette épreuve. Et puis, dernier point difficile pour Sébastien Lecornu, il faut bien évidemment qu'il n'apparaisse pas comme l'héritier d'Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron étant quand même très très bas dans les sondages en fin de mandat, ce serait plutôt un boulet pour Sébastien Lecornu. Donc, vu tout ce contexte, il peut être un recours si vraiment les autres s'effondrent en cours de campagne, mais cette campagne, elle vient à peine de commencer, donc... Votre conclusion, Philippe Guibert, c'est vous. Je ne crois pas du tout à l'hypothèse Lecornu. Je pense que c'est un leurre agité par certains macronistes qui ne sont pas enthousiasmés par Édouard Philippe ou Gabriel Attal, par exemple autour de l'Élysée. Lecornu a un travail extrêmement difficile qui est de faire adopter le budget et celui de la Sécu. Il y en a 2 budgets. Et ça devrait déjà largement suffire à sa peine s'il y parvient d'ici le 31 décembre. Et préparer une campagne présidentielle en admettant qu'un budget soit adopté, en débarquant comme ça le 15 janvier en disant tiens, je vais être candidat, me paraît
en réalité pas sérieux. Une présidentielle, ça se prépare. Aucun Premier ministre sortant n'est parvenu, d'ailleurs, dans l'histoire de la 5e, à être un candidat important à une présidentielle. Eh bien, on suivra tout cela sur LCI. LCI, la chaîne de la présidentielle, oui. Merci à vous d'être venu sur le plateau du Grand Dossier, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Merci à vous de nous avoir suivis. Tiens, je vous signale, demain, c'est la rentrée, bien évidemment, sur LCI. Nouveau rendez-vous, l'interview d'Amélie Carwer à 8h25. Amélie qui recevra Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement.